Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bistrot de Magic. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus détente que les dernières, avec les meilleurs Planeswalkers de l'histoire de Magic et des petites anecdotes autour de ces cartes si particulières. Cette vidéo ne sera pas sous forme de classement, mais plutôt de tier list. Et on va commencer tout de suite avec nos petites mentions honorables, avec notamment Teferi, héros Dominaria, qui est un Planeswalker pour 5, qui est sorti en Dominaria, qui a terrorisé plus d'un joueur en standard à l'époque avec la redoutable pseudo-combo Nexus, qui était très probablement l'un des decks les plus intéressants à affronter de l'histoire de Magic. Dagfaiden, qui est un des premiers Planeswalkers sortis dans une édition un peu particulière. Il est sorti dans le premier Conspiracy, un Planeswalker pour 3 mana, qui est toujours joué en Vintage, et c'est à peu près le seul format où il est joué, parce que effectivement, voler les mox de l'adversaire, c'est plutôt pas mal. Et autre petite anecdote, c'est l'un des seuls Planeswalkers qui n'existe pas en français, malgré ses multiples rééditions. Ensuite, deux bons groupes AT, avec notamment Karn, un Planeswalker qui est sorti en Nouvelle Phyrexia, le premier Planeswalker incolore, qui est toujours joué dans Tron, et qui a été rejoint plus tard par Ugin, le Dragon Esprit, sorti en Destin Reforgé. Le Planeswalker a 8 mana, c'est le plus gros coup de mana de Planeswalker, partagé avec son frère Nicol Bolas. Et ensuite, un Planeswalker qui n'est plus joué pour une très bonne raison, Tibalt, l'imposteur cosmique, un Planeswalker qui coûte 7 mana, mais qui est double face, avec un côté créature à 2 mana. Et du coup, la petite blague en moderne à l'époque, c'était de jouer un sort cascade, tomber sur Tibalt, et avec la règle qu'il y avait à l'époque, directement mettre la face Planeswalker. Cette mécanique a amené Wizard à errater la règle de la cascade, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est passé d'une carte qui a vraiment attaqué le format, à aujourd'hui une carte qui n'est plus jouée du tout. Passons maintenant aux 10 Planeswalkers qui sont selon nous les meilleurs de l'histoire de Magic, avec l'Impératrice Vagabonde, une carte récente, sortie en Kamigawa, la dynastie Néon, Planeswalker à 4 mana en blanc. C'est le seul Planeswalker qui a le flash, et qui en plus peut déclencher sa capacité dès qu'elle arrive en jeu, même si c'est pas en tour de l'adversaire. Très forte dans les decks contrôle. Parlons maintenant de Grist, la marée affamée, un Planeswalker qui est sorti dans l'édition Horizon du Moderne, deuxième opus, et qui a la particularité d'être une créature tant qu'elle n'est pas sur le champ de bataille. C'est une créature 1-1 insecte dans ce cas-là, ce qui permet d'aller le tutoriser avec notamment Zénith de Vers-Soleil, Corde à Duration, Collected Company, etc., etc. Et maintenant, une star déchue un petit peu aujourd'hui, Liliana du Voile, qui est une carte qui a été éditée en Innistrad et qui a été pendant très longtemps la meilleure arpenteuse du moderne. Elle est toujours aujourd'hui un petit peu jouée dans le Jund, même si le deck a un peu disparu. Elle est jouée un peu en Legacy, dans les decks Pox, mais clairement, depuis la sortie de Modern Horizon et les sets qui ont suivi, on va voir qu'il y a pas mal de Planeswalkers qui sont plutôt récents. Elle est aujourd'hui beaucoup moins jouée. Restons dans la thématique voilée avec Narset, déchireuse des voiles. Un Planeswalker peu commun, c'était un peu original à l'époque, je vais revenir dessus après, édité dans la garde Planeswalker et qui est essentiellement puissante grâce à son passif. Elle est jouée notamment en Vintage, mais également dans plein d'autres formats. Mais effectivement, en Vintage, le passif faisant que votre adversaire ne peut pas piocher plus d'une carte par tour. Si elle n'est pas contrée immédiatement, ça devient très compliqué pour lui. A savoir du coup qu'à l'époque de la gamme Planeswalker, un des premiers teasings qui a été fait était que dans chaque booster de l'édition, il y aurait un Planeswalker. Et à l'époque, les Planeswalkers c'était uniquement des cartes mythiques, à part évidemment les tout premiers de Lorwyn qui étaient des rares. Mais on se disait mais comment c'est possible d'avoir un Planeswalker dans chaque booster. Autre Planeswalker de la guerre des Planeswalkers, Karn, le grand créateur, qui lui est intéressant notamment pour ce -2, car du coup dans un deck Tron par exemple, votre side devient vraiment une toolbox, qui fait du coup que d'ailleurs Tron n'a pas forcément besoin de sider entre chaque game, puisque de toute façon il considère que son side fait partie de son jeu avec Karn, et également par rapport à son passif, qui fait qu'avec une combo, avec des cartes telles que Trade Mycosynthèse ou Revêtement de métal liquide, vous allez comment bloquer votre adversaire, puisque notamment vous allez pouvoir transformer ces terres en artefacts, et le passif faisant que les capacités
des artefacts adverses ne peuvent pas être activés, il ne pourra tout simplement plus activer ses terrains et ne plus gérer de mana, et du coup ne plus faire grand chose de la partie. Deuxième star déchu de cette liste, Jace, le sculpteur de l'esprit, qui est une carte qui a été éditée en World Wake et qui a été très rapidement bannie du standard et du moderne. Cependant, pendant assez longtemps, c'était de très loin le meilleur Planeswalker de Legacy et pour ainsi dire de toute façon le seul Planeswalker qui était joué en Legacy. Pour faire parler avec Liliana, c'est un peu la même situation, hein. C'était du coup avant le premier horizon du moderne et les sets qui ont suivi. Plus tard, il a été du coup débanni, avec notamment l'Elfe Date de Sang, qui était une carte clé de Jund, qui était un deck très très fort à l'époque. Et là, on s'est dit, bon bah voilà, ces deux cartes-là, ça y est, ça va envahir le moderne, ça va tuer le format. Et finalement, on s'est rendu compte que le power level qui était mis en place depuis Modern Horizon a fait que finalement, ça n'a pas été si terrible que ça. Cependant, ce Planeswalker est probablement le plus emblématique de l'histoire de Magic. Aujourd'hui, un Jace en World Wake foil vaut plusieurs centaines d'euros. Et d'ailleurs, ce sera prochainement la carte distribuée au Pro Tour, en non-foil pour les participants et en foil pour le top 16. Dernier Planeswalker issu de la guerre des Planeswalkers, Teferi et Fileur de Temps, qui est également ici principalement intéressant pour son effet passif, qui clairement détruit certains jeux, je pense notamment au deck qui utilise la cascade, qui ne fonctionne du coup plus du tout, rien qu'avec le passif. A noter, petite subtilité dans la guerre des Planeswalkers, ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'aujourd'hui, du coup, la plupart des Planeswalkers qui ont été joués de cette édition ne sont que des peu communs ou des rares, et finalement, les mythiques, les 3 Planeswalkers mythiques de l'édition n'ont vraiment pas vu beaucoup de jeux. Dernière anecdote, au niveau d'édition, la guerre des Planeswalkers, je mets un peu de côté du coup notre top, puisque là on ne va pas parler d'une carte extrêmement puissante et qui avait beaucoup de jeux. Il faut savoir que dans cette édition, chaque Planeswalker avait une version alternative en japonais. Et on avait du coup notamment Liliana, la générale de l'Horde de l'Effroi, qui est illustrée par un fan illustrateur qui a travaillé sur Final Fantasy. Et aujourd'hui, du coup, une version foil de cette carte coûte plusieurs milliers d'euros. Et même la version régulière coûte plus d'une centaine d'euros, ce qui est assez exceptionnel. Fin de la parenthèse, parlons maintenant de Minsc Ebu, Héros éternel, une carte éditée dans la bataille pour la porte de Baldur. Du coup, c'est un crossover, hein, c'est le seul Planeswalker de cette liste qui est issu d'un crossover avec Donjons et Dragons. Peut-être qu'il sera rejoint plus tard avec notamment le crossover sur le Seigneur des Anneaux, on verra, hein, ça arrivera au cours de l'année. C'est un Planeswalker qui, assez curieusement, alors il est très fort évidemment, mais ça coûte quand même 4, et malgré tout, aujourd'hui, il s'est fait une très très grosse place en Legacy, qui est le seul format avec le Commander dans lequel cette carte est légale. Passons maintenant à Vren X, un Planeswalker qui a été édité dans Horizon du Moderne, premier opus cette fois-ci. Et là on a parlé du coup de Ugin qui a le coût le plus élevé par une Planeswalker, et bien ici on a Vren qui a le coût le plus bas par une Planeswalker, il coûte 2 mana. Et du coup il est en concurrence avec le puissant Tibalt qui avait été édité en Avacyn ressuscité, qui lui pour le coup est probablement, qui a la réputation d'être le Planeswalker le plus mauvais de l'histoire de Magic. Vryn c'est une carte très puissante, notamment quand son plus 1, qui a été du coup à l'époque joué en Legacy, et finalement Wizard s'est dit qu'avec Westland c'était peut-être un peu trop fort et l'a banni du coup du Legacy, mais elle est toujours extrêmement présente en moderne, notamment pour son interaction avec les Fetchlands, ainsi que les lands qui ont été édités en Kamigawa, la dynastie Néon, et qui ont du coup la capacité de se défausser, que vous pouvez reprendre avec Vryn pour redéfausser, etc., etc. Je pense notamment à Boss et Jou. Et enfin, dernier Planeswalker de cette liste, gros suspense, on se demande bien qui cela peut être, c'est évidemment Oko, le voleur de couronne, édité en Eldraine. Et d'ailleurs c'est le premier set dans lequel on a commencé à avoir des Planeswalkers full art, et notamment les boosters collector. Oko, c'est une carte tout simplement qui a été très très rapidement bannie du standard et du moderne. Elle a tenu un petit peu plus longtemps en Legacy, mais elle a fini par être bannie également. Il faut savoir qu'à l'époque, Wizard avait quand même beaucoup poussé le bleu-vert en commençant par sortir Oko. Un peu plus tard, on a eu Uro. C'était un peu trop lourd pour ces formats-là et c'était extrêmement joué. Oko, c'est un Planeswalker qui est un peu problématique parce qu'il a une loyauté très élevée par rapport à son coût de mana. Il a 2 capacités, plus 2, plus 1. C'était très 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 difficile à gérer pour l'adversaire. Dès qu'il y avait une grosse menace, il pouvait la transformer en 3-3.
C'était assez infernal. Et voilà qui met fin à notre liste des Planeswalkers les plus puissants de l'histoire de Magic. Comme d'habitude, cet avis n'engage que nous, et dites-nous du coup en commentaire quelle est votre sélection de Planeswalkers, ou peut-être même quel est votre Planeswalker préféré. Moi par exemple j'aime beaucoup Elspeth, et elle n'est pas du tout dans ce top. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, à vous abonner, à regarder nos autres vidéos. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!